Exercice A. Saut à l'élastique. Le saut à l'élastique est un loisir qui permet de ressentir des sensations fortes. Il consiste à sauter dans le vide à l'aide d'un élastique attaché aux chevilles. Ce saut peut se faire à partir d'un pont. Un saut en élastique se déroule en plusieurs phases, qui sont décrites ci-dessous. Lors de la première phase, la chute est libre. L'élastique n'est pas tendu. Lors de la deuxième phase, l'élastique commence à se tendre, le sauteur ralentit. Lorsque l'élastique est complètement étiré, le sauteur s'arrête. Lors de la troisième phase, l'élastique se contracte, le sauteur remonte en reprenant de la vitesse, puis en ralentissant à nouveau. Ces trois phases se répètent jusqu'à ce que le sauteur soit immobile. La durée totale du saut est de l'ordre d'1 minute. L'objectif de cet exercice est d'évaluer la vitesse du sauteur à la fin de sa première phase et la longueur maximale du saut. On étudie un saut réalisé à partir d'un pont situé à une hauteur h d'environ 50 mètres au-dessus du sol. La masse de la personne avec l'équipement est de 80 kg. La valeur du champ de pesanteur terrestre vaut 9,81 mètres par seconde au carré. La longueur de l'élastique non étiré est de 8 mètres. Lors de la première phase du saut à l'élastique, on étudie le mouvement du sauteur dont le centre de masse est noté S, dans le cadre du modèle de la chute libre. Pour simplifier, on suppose que le mouvement est vertical. À la date t est égale à 0 secondes, la personne démarre le saut à la hauteur h avec une vitesse initiale dont le vecteur v0 est vertical et dirigé vers le bas et de norme v0. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre supposé galiléen muni du repère d'espace OX, OZ, dont l'origine O du repère est au niveau du sol. L'axe OZ est vertical, dirigé vers le haut et muni du vecteur unitaire petit k. La situation est schématisée à droite de l'écran. Déterminez les coordonnées du vecteur accélération de S dans le repère OX, OZ. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, faisons l'inventaire des forces appliquées à S. S est en chute libre, donc il est uniquement soumis à son poids. Comme le référentiel terrestre est supposé galiléen, nous pouvons appliquer la deuxième loi de Newton à S, la masse de la personne multipliée par l'accélération de S est égale à la résultante des forces qui s'exercent sur S. La résultante des forces se réduit au poids. Donc, la masse de la personne multipliée par l'accélération du point S est égale au poids. Or, le poids est égal au produit de la masse de la personne par l'accélération du champ de pesanteur petit g. Nous pouvons simplifier de part et d'autre par la masse et nous obtenons que l'accélération de S est égale à l'accélération du champ de pesanteur. Vecteur A est égal à vecteur G. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Le vecteur champ de pesanteur, ici représenté en vert, est vertical vers le bas. L'abscisse du champ de pesanteur est égale à 0. L'ordonnée du vecteur champ de pesanteur est égale à moins g, puisque le vecteur g est collinéaire à l'axe OZ, mais orienté dans le sens opposé. Ainsi, l'abscisse du vecteur accélération est égale à l'abscisse du vecteur g, donc 0. L'ordonnée du vecteur accélération est égale à l'ordonnée du vecteur g, donc égale à moins g. Établir que l'équation horaire du mouvement selon l'axe OZ s'écrit z à l'instant t est égal à moins 1/2 multiplié par g multiplié par t au carré, moins v0 fois t plus grand H.
Nous savons que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse. Les coordonnées du vecteur accélération sont égales aux dérivées des coordonnées du vecteur vitesse. A indice x est égal à la dérivée de v indice x par rapport au temps. A indice z est égal à la dérivée de vz par rapport au temps. La dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse par rapport au temps est nulle. Nous en déduisons que l'abscisse du vecteur vitesse est égale à une constante que l'on notera c indice 1. La dérivée de l'ordonnée vz par rapport au temps est égale à moins g étant une constante. Nous en déduisons que l'ordonnée du vecteur vitesse vaut moins g fois t plus une constante d'intégration que l'on notera c2. Afin de déterminer la valeur des constantes d'intégration, nous allons utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0 secondes, le vecteur vitesse v0 est vertical et orienté vers le bas. Il a pour norme v0. Ainsi, l'abscisse du vecteur vitesse initiale est égale à 0 et son ordonnée est égale à moins v indice 0. Donc, à t est égal à 0, vx de 0 est égal à 0, est égal à c1. En déduisons que c1 est égal à 0. Vz à l'instant 0 secondes est égal à moins v0, mais aussi égal à moins g fois 0 plus c2, donc à c2. Nous en déduisons que c2 est égal à moins v0. Vx à l'instant 0 est égal à 0, mais aussi à c1 lorsqu'on remplace t par 0. Vz à l'instant 0 est égal à moins v0, mais aussi à c2 lorsqu'on remplace t par 0 dans l'expression de vz. On en déduit donc que c1 est égal à 0, c2 est égal à moins v0. Donc, à tout instant, le vecteur vitesse a pour coordonnée vx à l'instant t est égal à 0, vz à l'instant t égale à moins g fois t moins v0. Le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position OS. Les coordonnées du vecteur vitesse sont les dérivées des coordonnées du vecteur position. Intégrons le vecteur vitesse pour établir les équations horaires du mouvement. Comme Vx est égal à la dérivée de x par rapport au temps, la dérivée de x par rapport au temps est nulle, on en déduit que l'abscisse de S est une constante, que l'on va noter C indice 3. Comme Vz est la dérivée de z par rapport au temps, que moins g est une constante multiplicative et que moins v0 est une constante, nous en déduisons que z est égal à moins g fois t carré sur 2 moins v0 fois t. Et n'oublions pas d'ajouter la constante d'intégration que l'on va noter C indice 4. Pour déterminer les valeurs d'intégration C3 et C4, nous allons utiliser une condition initiale. À t est égal à 0 secondes, le sauteur est à une abscisse x indice 0 égale à 0 et à une ordonnée z indice 0 égale à grand H égale à 50 mètres. Donc, si AT est égal à 0, x0 est égal à C3 égal à 0. Donc, on en déduit que C indice 3 est égal à 0 mètres. AT est égal à 0, Z de 0 est égal à moins G fois 0 moins V0 fois 0 plus C4. Donc, Z à l'instant initial est égal à C4, mais aussi à grand H. Nous en déduisons que C4 vaut grand H. Ainsi, à tout instant, les coordonnées du vecteur position sont x à l'instant t est égal à C3, donc à 0. Z à l'instant t est égal à moins g fois t carré sur 2 moins v0 fois t plus C4, donc plus grand H. Nous venons d'établir l'équation horaire du mouvement. Z à l'instant t est égal à moins g fois t carré sur 2 moins v0 fois t plus grand H.
Après traitement de la vidéo d'un saut à l'aide d'un logiciel de pointage et modélisation des résultats, on obtient l'équation horaire suivante. Z à l'instant t est égal à moins 4,90 fois t carré moins 1,10 fois t plus 49,8 avec Z exprimé en mètres, t en secondes. La modélisation des résultats expérimentaux est-elle cohérente avec l'expression donnée en 2, justifiée à l'aide de deux arguments. Nous allons appeler l'équation horaire que nous avons établie l'équation horaire théorique et celle établie grâce au traitement de la vidéo, l'équation horaire modélisée. Les équations horaires modélisées et théoriques sont toutes les deux des équations du second degré. Identifions les constantes des deux polynômes. Le coefficient du terme de plus haut degré dans l'équation théorique est moins g sur 2. Si on remplace g par sa valeur 9,81, moins 9,81 divisé par 2, cela nous donne moins 4,9. Le coefficient du terme de plus haut degré dans l'équation modélisée est de moins 4,90. Les coefficients des termes de plus haut degré sont identiques dans les deux polynômes. Le coefficient constant dans l'équation horaire théorique est grand H. Il vaut 50 mètres. Celui dans l'équation modélisée vaut 49,8. Grand H et 49,8 sont assez proches, donc nous pouvons dire que les résultats expérimentaux sont cohérents avec l'expression donnée en 2. L'équation horaire théorique et celle modélisée sont toutes deux des équations du second degré en T. Le coefficient de plus haut degré de l'équation théorique vaut moins g sur 2, donc moins 4,90. Il est bien égal au coefficient du terme de plus haut degré de l'équation modélisée. D'après l'énoncé, le coefficient constant de l'équation théorique est grand H égal à 50 mètres. Il correspond bien au coefficient constant 49,8 de l'équation modélisée. Les résultats expérimentaux correspondent à l'équation théorique. Calculer la date à laquelle l'élastique commence à se tendre. L'élastique à une longueur L0 est égal à 8 mètres. Lorsque le sauteur va chuter d'une distance égale à 8 mètres, l'élastique va commencer à se tendre. Notons T', la date à laquelle l'élastique commence à se tendre. L'ordonnée initiale du sauteur est grand H égale à 50 mètres. L'ordonnée du sauteur à l'instant T' sera donc égale à grand H moins L0, L0 étant la longueur de l'élastique, 50 moins 8, 42 mètres. À la date T' à laquelle l'élastique va commencer à se tendre, l'ordonnée du sauteur sera égale à grand H moins L0 égale à 42 mètres. À l'instant T', son ordonnée vaut H moins L0, 50 moins 8, 42 mètres. Reprenons l'équation horaire donnant Z en fonction de T à la date T' et remplaçons Z à l'instant T' par H moins L0. Simplifions de part et d'autre par H et passons moins L0 dans le membre de droite. Nous obtenons l'équation du second degré en T', moins G fois T' au carré sur 2 moins V0 fois T' plus L0 est égal à 0. Résolvons cette équation du second degré. Déterminons tout d'abord le discriminant delta. Delta est égal à moins B carré plus 4AC. Ici, B vaut moins V0, A moins G sur 2, C L0. Donc nous obtenons V0 carré plus 2 fois G fois L0. En comparant l'équation modélisée à l'équation horaire théorique, nous pouvons identifier le coefficient du terme de degré 1
Moins V0 est égal à moins 1,10. Donc la vitesse initiale est de 1,10 mètres par seconde. En identifiant le coefficient du terme de degré 1 dans la question précédente, nous obtenons V0 égale 1,10 mètres par seconde. Calculons le discriminant. Le discriminant vaut 158,17. Il est positif. L'équation du second degré possède deux solutions réelles. Les solutions sont du type T' égale à moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire ici V0 plus ou moins racine de delta, le tout sur moins G. T' ne peut être que positif. La solution V0 plus racine carrée de delta sur moins G étant clairement négative, elle est à rejeter. On va retenir la valeur qui semble être positive. T' est égal à V0 moins racine carrée de delta, le tout sur moins G. Passons à l'application numérique. Nous obtenons que la date à laquelle l'élastique commence à se tendre est T' égale à 1,2 secondes. En déduire la valeur de la vitesse atteinte à cet instant. Nous allons reprendre les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T'. Remplaçons T' par 1,2 secondes. Nous obtenons que les coordonnées du vecteur vitesse sont 0 et moins 12,6. La valeur du vecteur vitesse à l'instant T' s'obtient en prenant la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Racine carrée de Vx carré plus Vz carré. Ici, comme Vx égale à 0, la valeur du vecteur vitesse à l'instant T' est égale à la valeur absolue de Vz. Lorsque l'élastique commence à se tendre, la valeur de la vitesse du sauteur est de 12,6 mètres par seconde. Distance de sécurité. Lors du saut, les différentes énergies intervenant au cours du mouvement ont été calculées à l'aide des informations fournies sur la vidéo du saut. Elles ont été représentées dans la figure 1. L'énergie potentielle de pesanteur est considérée nulle quand Z égale à 0. Pour une des énergies, les calculs n'ont pu être effectués que sur la première phase du saut, courbe A. Nous avons la courbe C représentée par des points, la courbe B représentée par des croix, la courbe A représentée par des losanges. En ordonnée est indiquée l'énergie et en abscisse le temps. Identifiez parmi les courbes A, B, C de la figure 1, celle représentant l'énergie cinétique, celle représentant l'énergie potentielle de pesanteur et celle représentant l'énergie mécanique. Justifiez ces choix. Au cours de la chute, l'ordonnée de S diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur du sauteur, qui est égale à m fois g fois z, diminue. L'énergie potentielle de pesanteur est donc une fonction décroissante du temps lors de la première phase. Elle correspond à une courbe décroissante. La seule courbe décroissante lors de la première phase est la courbe B. La courbe B représente donc l'énergie potentielle de pesanteur du sauteur. Lors de la chute, la valeur de la vitesse du sauteur augmente. Donc l'énergie cinétique du sauteur, qui est égale à 1,5 multiplié par la masse du sauteur, multiplié par la valeur de la vitesse au carré, augmente. La courbe représentant l'énergie cinétique en fonction du temps est une courbe croissante. La seule courbe correspondant à ce cas-là lors de la phase 1 est la courbe C. La courbe C correspond donc à l'énergie cinétique du sauteur. L'énergie mécanique s'obtient en additionnant l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. La courbe A semble être la somme de la courbe C et de la courbe B. La courbe A représente donc l'énergie mécanique du sauteur. De plus, en l'absence de force dissipative, l'énergie mécanique est constante. La courbe A est un segment de droite pratiquement horizontal.
l'énergie correspondant à cette courbe est bien constante au cours du temps lors de la première phase. Cela confirme que c'est l'énergie mécanique. Lors de la première phase, l'ordonnée Z de S diminue, donc l'énergie potentielle de pesanteur mgz diminue. La courbe représentant l'énergie potentielle de pesanteur doit être décroissante au cours du temps. Il s'agit de la courbe B. Lors de la première phase, la vitesse de S augmente, donc son énergie cinétique 1/2 de m fois v au carré augmente. La courbe représentant l'énergie cinétique doit être croissante au cours du temps. Il s'agit de la courbe C. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Or, la courbe A est la somme des courbes B et C. La courbe A représente l'énergie mécanique. De plus, en l'absence de force dissipative, l'énergie mécanique d'un système est constante. C'est ce que l'on observe sur la courbe A. Identifier les informations manquantes sur le système physique étudié nécessaires au tracé de la suite de la courbe A pour les deuxième et troisième phases. La deuxième phase correspond à l'élastique tendu. Nous n'avons pas d'informations sur la force de rappel exercée par l'élastique. Il nous manque, entre autres, la constante de raideur de l'élastique. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que l'élastique soit choisi tel que son étirement ΔL soit inférieur ou égal à 4 fois L0, 4 fois la longueur à vide de l'élastique. À l'aide de la figure 1, calculer la distance maximale parcourue par le sauteur conclut. Nous allons tout d'abord calculer la distance maximale que pourrait parcourir le sauteur. La distance maximale à ne pas dépasser serait égale à la longueur à vide de l'élastique plus l'allongement maximal de l'élastique. L'allongement maximal de l'élastique est 4 fois la longueur à vide. Donc, la distance maximale à ne pas dépasser par le sauteur est de 5 fois 8, 40 mètres. Nous pouvons vérifier que, comme la hauteur du pont est située à 50 mètres, on vérifie bien que la distance maximale à ne pas dépasser est inférieure à 50 mètres. Le sauteur ne peut donc pas s'écraser sur le sol. Maintenant, grâce à la figure 1, nous allons calculer la distance maximale parcourue par le sauteur lors de sa chute. Nous allons pour cela utiliser l'énergie potentielle de pesanteur, puisque l'énergie potentielle de pesanteur est proportionnelle à l'ordonnée Z du sauteur. L'énergie potentielle de pesanteur maximale du sauteur est de 39 000 joules. L'énergie potentielle de pesanteur minimale du sauteur est de 22 500 joules. L'énergie potentielle maximale du sauteur vaut EPP1 égale à m fois g fois Z1, 39 000 joules. Elle correspond à une ordonnée Z1 est égale à EPP1 divisé par m fois g. La masse du sauteur valant 80 kg, Z1 vaut 49,7 mètres. L'énergie potentielle minimale du sauteur vaut EPP2 égale à m fois g fois Z2, 22 500 joules. Elle correspond à une ordonnée Z2 égale à EPP2 divisé par m fois g. Nous obtenons 28,7 mètres. La distance maximale parcourue par le sauteur lors de ce saut est Z1 moins Z2 est égal à EPP1 moins EPP2 le tout divisé par m fois g. Elle est égale à 22 mètres.